à Amélie et ensuite peut-être qu'on va faire un retour. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Alors, concernant la situation des personnes âgées dans les EHPAD, je suis scandalisée par le manque de moyens financiers. On peut même parler de maltraitance envers le personnel, qui est en grande majorité féminin. Cela va donc impacter leur travail. Comment apporter de la bienveillance dans de telles conditions de travail? Un petit exemple, je rends visite à ma grand-mère chaque semaine au sein de son EHPAD. Les familles des résidentes et des résidents font parfois le travail du personnel, ne trouvant personne dans les couloirs. Le personnel, surchargé et épuisé, peut se trouver involontairement, à son tour malveillant, envers ses résidentes et résidents, reproduisant entre guillemets les violences qu'elles ou qu'ils subissent. Je pense par exemple au temps de la toilette des résidentes et résidents, plus qu'express et encore quand elle est faite. Les personnes oubliées dans leur chambre pour le temps du repas, et j'en passe. Les femmes, notamment les femmes âgées, cumulent les discriminations en fonction de leur âge, de leur situation sociale, de handicap, parce qu'elles sont racisées ou tout simplement parce qu'elles sont des femmes. La femme âgée est bonne à faire des bons gâteaux. Les discriminations commencent dès le plus jeune âge. Quand on offre les aspirateurs et les poupées aux filles, tu t'occuperas des enfants et du ménage. Les discriminations sont signe d'oppression pour les femmes. Ces dernières cumulent les discriminations et donc les violences, qui auront un impact direct sur leur vie, la confiance en autrui et l'estime de soi-même. Les violences conjugales touchent de près les personnes âgées, puisque 25% des femmes tuées par leur conjoint ont plus de 60 ans. Et ça, nous n'en parlons pas. La question des violences faites aux femmes est au cœur d'actualité, comme nous avons pu le voir le week-end dernier lors de la mobilisation de Nous Toutes, qui a rassemblé plus de 150 000 personnes dans toute la France et touchant toutes les générations. La jeunesse se mobilise autour des questions du féminisme. Nous avons repris avec des amis le collectif Nous Toutes sur Saint-Brieuc, donc le collectif Nous Toutes 22, et nous avons pu constater que lors de réunions de préparation ou lors de la marche du 23 novembre, la parole des femmes se libère. Il y a une prise de conscience collective qui prend de l'ampleur et j'espère que ça n'est que le début. Nous devons avoir espoir dans les mouvements féministes et de la jeunesse pour changer les mœurs dans cette société patriarcale et capitaliste. Le patriarcat est un véritable système social à l'origine de la domination des hommes sur les femmes. L'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes sont des engagements forts dans notre parti, ce qui est une demande clairement exprimée par nos adhérentes et adhérents. Nous combattons au Parti communiste français les propos et comportements sexistes, dans le parti comme dans la société, tolérance zéro. Et pour finir, il y a une mobilisation donc jeudi prochain concernant notamment la réforme des retraites, qui va impacter davantage les femmes que les hommes. Il y a d'ailleurs 650 € de différence entre la retraite d'un homme et celle d'une femme. Et donc je vous invite à rejoindre le mouvement de grève du jeudi 5 décembre prochain. Pour compléter, Françoise va intervenir sur les atteintes aux libertés syndicales. Et vous avez sur la table d'ailleurs des pétitions à ce sujet. Et donc je vous invite vraiment à les signer et à les faire passer derrière vous aussi, et y compris sur les moyens dans les EHPAD et les services de soins à domicile. Le Parti communiste a lancé un plan d'urgence sur ces questions-là. Entre parenthèses, c'est bien aussi d'intervenir dans le parti, là où on se trouve, chacun d'entre nous, pour faire monter cette exigence-là, en tant que femme et aussi, poursuivre. Donc Françoise. Oui, moi je vais vous apporter un peu le point de vue des salariés d'un EHPAD, même si de toute façon les choses sont liées. Si les soignants sont bien traités, ils traiteront bien les résidents. Donc les choses ne peuvent pas se séparer. C'est évident qu'il faut bien soigner les soignants. En fait, moi, j'étais infirmière à l'hôpital de Port-Louis. Depuis 80, quand je suis arrivée à l'hôpital de Port-Louis,
en 1980, il y avait encore des religieuses. Donc on voit d'où on part quand même, où cette histoire, cette question de dévouement et de mission et tout ça, elle est très forte et elle est très, très prégnante encore, hein, malgré tout. Et donc là, je vais porter la parole de mes collègues de l'EHPAD de Port-Louis-en-Tech, qui le 23 décembre 2017 au matin, se sont retrouvées en nombre inférieur au nombre normal pour travailler. Et elles ont appelé leur cadre parce que, bon, pour voir si on pouvait trouver un remplacement. Le cadre leur a répondu, écoutez, on le sait depuis hier soir, mais on n'a pas trouvé quelqu'un pour vous remplacer, faites au mieux. Donc faire au mieux, eh ben, elles se sont dit, on fait comment? Donc elles ont priorisé, évidemment dans ces cas-là c'est ce qu'on fait, elles ont priorisé les repas, les toilettes, et oui voilà, essentiellement. Et elles ont équipé les personnes, soit elles en ont laissé quelques-unes au lit, ou alors elles ont mis des vêtements médicalisés, vêtements de nuit, robes de chambre, etc. pour que les personnes n'aient pas froid, évidemment. Et donc la journée s'est bien passée, en définitive. Il n'y a pas eu de plainte des résidents, il n'y a pas eu de plainte des familles, et même certaines personnes ont participé à l'animation, donc bon voilà, elles ont fait au mieux. Et en fin de service, elles se sont dit, mais enfin quand même, c'est pas normal de travailler comme ça, c'est pas normal de ne pas pouvoir répondre aux attentes de nos résidents. Donc elles ont fait ce qu'on appelle une fiche d'événements indésirables. Elles ont rempli, c'est une fiche institutionnelle, hein, qui permet de dénoncer les dysfonctionnements. Et bien quelques mois plus tard, elles étaient convoquées à des entretiens prédisciplinaires. Alors d'abord toute l'équipe, y compris on a essayé de faire dire aux agents en contrat en particulier qu'elles avaient été manipulées, qu'on leur avait forcé à remplir cette fiche d'événements indésirables. Bon, il y a eu quand même une bonne cohésion et une bonne solidarité dans l'équipe, et ça il n'y a pas eu on n'a pas porté une personne responsable de ce qui s'était passé. Mais et donc ensuite elles ont, pour 4 d'entre elles ont été convoquées au conseil de discipline, carrément. Un conseil de discipline qui, donc il y avait une aide médico-psychologique, une infirmière de ce service-là et une aide-soignante. Et il y a une autre personne, une autre infirmière aussi, mais je vous en parlerai dans un deuxième temps, parce qu'elle n'est pas tout à fait concernée par la même question. Donc sur les 3 personnes de ce service-là, une personne a eu un avertissement simplement, une aide-soignante, une ALP a eu 6 échelons, a été rétrogradée de 6 échelons. Elle était au 7e, elle est revenue au 1er, donc ça veut dire en début de carrière, sans retenue d'ancienneté, bien entendu. Hein, et une autre, donc l'infirmière qui était un peu responsable du service ce jour-là, a eu, elle, 6 mois d'exclusion sans salaire. Voilà. Et donc la 4e personne, qui est une infirmière, qui est représentante du personnel au CHSCT, elle, un jour, dans une visite de service, comme ça se fait dans le cadre du mandat CHSCT, a interpellé un jeune qui était en contrat en lui disant, écoute, elle avait su qu'il avait travaillé de 8h à 21h la semaine précédente. Et elle lui a dit c'est pas possible de travailler comme ça. Tu as dépassé largement la législation du travail. C'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour les résidents, et ça crée évidemment un précédent pour tout le monde. Voilà, donc lui, il n'était pas très bien ce jour-là, il est allé voir le cadre, qui n'a pas cherché à discuter, qui a carrément amené cette infirmière au conseil de discipline, qui après disciplinaire et compagnie. Donc elle a eu aussi, elle, droit au conseil de discipline, et elle a eu une rétrogradation de 2 échelons, sans retenue d'ancienneté aussi, évidemment. Alors ce sont des conséquences énormes en termes financiers, hein. Pour l'ANP, c'est quand même 130 € de moins par mois.
Pour l'infirmière, c'est 260 € de moins par mois. Et pour les 6 mois d'exclusion, évidemment, c'est 6 mois sans salaire. Donc pour cette dernière personne, elle est passée, elle, au tribunal administratif en référé, qui a exigé sa réintégration, mais qui, pour le moment, le dit, reconnaît une disproportion de la sanction par rapport à la faute. Sauf que nous, on n'est pas d'accord. Pour nous, il n'y a pas eu de faute du tout. Donc on milite effectivement pour que ces fautes, enfin ces sanctions-là soient annulées et qu'on annule complètement les fautes. Donc elles sont en cours ils ont porté l'affaire au tribunal administratif. On le sait tous, ça va demander en gros 2 ans. Hein. Donc pendant ce temps-là, évidemment, elles subissent cette pression. Non seulement elles subissent cette pression, mais aussi tout le monde dans le groupe hospitalier de Bretagne Sud, qui correspond à 4 établissements, Quimperlé, Lorient, Le Fawet et Port-Louis-Briantec, évidemment. Tout le monde a la pression, tout le monde a peur. On le voit bien quand on est allé le 14 novembre à Paris pour manifester pour la santé. On n'était pas nombreux et on était quelques retraités en plus. Donc il y avait très peu d'actifs. Ça montre bien qu'il y a une pression énorme et une peur aussi. Donc c'est un management on allait dire d'un autre âge ou d'un âge futur. Je ne sais pas dans quel endroit il faut le placer vraiment. Et donc on a aussi porté l'affaire auprès du défenseur des droits, parce qu'il y a aussi discrimination syndicale. On reconnaît il y a beaucoup de pression dans cet établissement depuis un bon moment auprès du syndicat CGT. Hein. L'ANP qui a eu la rétrogradation de 6 mois est représentante du personnel, secrétaire du syndicat. Celle qui est au CHSCT est aussi représentante du personnel CGT. Celle qui n'a eu qu'un avertissement, je suis désolée de le dire, je fais pas, mais elle est à la CFDT. Bon, il y a quand même 2 poids 2 mesures et c'est pas normal. Voilà, donc sur cette notion de discrimination syndicale, je pense qu'il faut vraiment porter l'affaire. Alors donc, effectivement, je rappelle ce qu'a dit Christiane, il faut continuer à remplir les appels. Hein. Vous mettez nom, prénom, signature et éventuellement un message de soutien ou un avis aussi sur ce que vous pensez de tout ça. Voilà, je ne vais pas être peut-être plus longue. C'est vrai qu'on peut faire le lien avec effectivement le féminisme. Ce sont aussi quand même majoritairement des femmes dans les personnels, même si ça tend un peu à changer. Mais les salaires n'ont pas beaucoup augmenté. Pourquoi? Parce que ce sont majoritairement des femmes. Voilà. On va passer la parole à une intervention et ensuite Eric Frégonnet et Marie-Georges Buffet vont apporter leur point de vue. Oui, ça marche. J'ai été institutrice en petite section de maternelle et volontairement nous avions payé très cher pour avoir un poupon mâle avec un sexe de garçon. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand les papas voyaient des petits garçons de ma classe jouer avec le landau ou se mettre des colliers autour du cou, mais il va devenir... j'ai été représentant des usagers dans différents hôpitaux. Alors ça s'appelait à l'époque le Krukepesser, commission des usagers, etc. Ça doit avoir un autre nom, mais toutes les personnes, toutes les familles qui veulent saisir ce genre de commission ne doivent pas hésiter, justement, si leurs proches sont maltraités, pas soignés, pas lavés, pas habillés, etc. etc. Donc vous allez pouvoir me donner à l'ensemble du public le nom de cette commission qu'il faut absolument saisir quand on n'est pas d'accord. Mais le sexisme, si on ne le combat pas dès la maternelle, voilà.
Le truc, c'est la commission de représentation des usagers. Oui. Donc, alors, quelques réactions. Moi, ce que j'apprécie lorsque je viens au débat au Parti communiste, c'est qu'on n'est pas hors sol. C'est qu'on est dans du concret et c'est plus important. Moi, tout ce que vous avez dit là, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir, mais je sais qu'on n'a pas énormément de temps. Mais c'est du concret, c'est du réel, c'est du vécu. Et c'est ça qui compte pour nous. C'est pas d'avoir de grandes idées sur de très belles choses. C'est bien d'avoir des grandes lignes directrices, mais c'est bien après de se rattacher au réel. Pour réagir sur ce que vous avez dit, madame, elles ont eu raison de faire des déclarations d'événements indésirables. Je suis en manque de personnel, je ne peux pas bien faire mon métier. J'ai raison lorsque je le déclare. Et ce qui se passe, alors je ne connais pas le cas spécifiquement, mais on voit bien qu'une direction qui va mettre sous pression une cadre, qui va mettre sous pression après les autres salariés, après qui va avoir des difficultés avec les syndicats, mais c'est tout ce que l'État recherche. L'État est très content qu'on se tire dans les pattes. C'est le constat qu'on a fait, nous. C'est pour ça qu'on s'est mis avec l'intersyndicale. Et pour vous répondre, madame, qu'est-ce que vous pouvez faire au sein de votre département? Alors, je ne sais pas si vous avez pris attache avec notre correspondant, mais moi, je vais venir vous voir à la fin. Je vais vous donner mes coordonnées. Si vous n'avez pas pris attache, je vais envoyer le numéro de mail du correspondant. Et si vous voulez mener une action, alors nous, on préfère en ce que c'est l'intersyndicale dans son entièreté, c'est-à-dire tous les syndicats représentatifs, parce que ça a beaucoup plus de poids. De FO, la CGT, à la CFDT. Là, ça a du poids lorsqu'on fait une action comme ça. Donc ça, je prendrai la tâche avec vous. Et il faut effectivement que vous meniez toutes les actions qui sont possibles de faire. Donc on a un kit qu'on vous enverra avec des choses qu'on propose. Mais si vous avez des trucs novateurs, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, il faut le faire. Effectivement, il ne faut absolument pas se diviser, surtout dans ces cas critiques. Nous, à la départ, vous savez, lorsqu'on a vendu, je le dis comme ça, au départ l'idée vient de la direction de notre président, surtout notre président, Pascal Chanvert, que j'excuse d'avoir pu venir aujourd'hui. Quand il avait dit à son conseil d'administration ce que je propose pour faire bouger les choses, c'était au moment où il voulait faire, il y avait la loi Hollande qui était passée, et tous les établissements publics allaient perdre des moyens financiers. Et donc là, il allait avoir des plans de départ, quoi. Des plans sociaux, ils appellent ça. Et bien, quand il allait dire, moi je vais faire une intersyndicale que vous allez devoir décliner en région, les directeurs, pour beaucoup, ça a amené du débat. Ça a amené un deuxième conseil d'administration, il y a eu des échanges. Et puis jusqu'à aujourd'hui, quand on voit le résultat que ça a apporté lorsqu'on est tous solidaires, et là aujourd'hui, les directeurs, il y en a certains qui nous disent, on n'y croyait pas au départ. On a joué le jeu au départ, et puis là on est content, et même à l'intérieur de l'établissement, ça a permis de créer une nouvelle dynamique et de dire les choses. Et maintenant, au lieu de se cibler, de se confronter entre nous, on comprend qu'il faut aller voir l'agence régionale de santé, il faut aller voir le département et leur dire, non, les cocos, on ne peut pas travailler comme ça. Voilà, ça c'était en réponse à ce que vous avez dit. Sur le lien avec les femmes, je ferai un peu du mauvais esprit. Mais la seule chose où vous êtes à un niveau d'égalité, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Parce qu'on a tendance à dire dans notre pays, les femmes vivent plus longtemps. Oui, elles vivent plus longtemps. Pour autant, elles vivent le même nombre d'années après 65 ans en bonne santé. 10 ans. Donc, on voit à quel point là-dessus, vous êtes malheureusement à égalité avec nous. Sur la question que soulevait monsieur tout à l'heure, le Conseil de la vie sociale, effectivement, c'est bien le Conseil de la vie sociale. Ça a été créé en 2002. On voit que ça peine à être dynamisé. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est passée en 2002 qui a dit on oblige les établissements à faire des conseils 3 fois par an. Avec une règle, il doit y avoir des familles, un collège de famille, un collège de résidents, etc. Mais une fois que l'État avait mis ça sur un papier, aucun financement. Parce que c'est bien beau de dire on va réunir tout le monde, mais la démocratie, ça s'organise. La démocratie, ça ne se décrète pas. On n'écrit pas dans un texte, vous devez être de grands démocrates et organiser cela.
Derrière, il faut une personne âgée fragile pour qu'elle puisse exprimer pleinement un avis qui n'est pas que le sien, mais celui qu'elle a concerté avec les autres résidents. C'est du temps passé auprès d'elle, c'est du temps pour qu'il puisse effectivement avoir recueilli l'avis de chacun, puisqu'elle ne s'exprime pas qu'en solo. Et donc cela, zéro financement. Donc évidemment, ça peine à être organisé. Et puis je crois qu'on avait fait le tour. Oui, non, madame avait posé la question du 5 décembre. Oui, je pense qu'on pense à la départ, qu'il faut que notre secteur se mobilise également le 5 décembre, parce que le sujet des retraites, c'est le sujet effectivement du vieillissement de chacun et de la prise de conscience par rapport à l'agisme. Donc oui, nous on soutiendra et on invite chacun à être présent le 5 décembre. Je vais d'abord partir de la question de l'éducation. Rappelez-vous, dans la précédente mandature, le gouvernement avait prévu un kit de l'égalité pour les écoles maternelles. Et rappelez-vous qui s'y est opposé jusqu'à faire reculer le gouvernement, c'était les ultra-conservateurs de la Manif pour tous, qui manifestaient, y compris devant les écoles maternelles, pour empêcher justement que l'éducation nationale joue son rôle pour casser les clichés et construire un respect mutuel entre les garçons et les filles. C'est un signe quand même, voilà, de la résistance conservatrice dans notre pays par rapport à cette question de l'égalité. Sur la question de la honte de vieillir qui a été abordée, c'est aussi lié à l'image de la femme, où quelque part dans la société, la femme se définirait par son physique, et non pas par ce qu'elle pense, par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait. Moi j'ai des expériences, étant députée depuis plus de 20 ans, de réaction des députés hommes par rapport à la prise de parole de ministre ou à la prise de parole de la présidente de séance, qui donne à voir encore une fois qu'on juge une ministre non pas sur ce qu'elle répond, sur ce qu'elle présente, mais sur la couleur de sa robe ou la forme de son pantalon. On en est encore là aujourd'hui. Donc, le vieillissement chez la femme est vécu différemment que le vieillissement chez l'homme, puisque le physique prime. Ça aussi, il faut casser cette question. La femme, elle est d'abord ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle enrichit, ce qu'elle construit, etc., etc. La culpabilisation, c'est lié au partage des tâches domestiques. Moi, je me rappelle avoir pris une gifle un soir en mairie, j'étais à l'époque maire adjoint à Châtenay-Malabry, et je croise le directeur de l'école de mon fils. Il devait être 19h30. Oh, ben, il me dit, si vous êtes là à cette heure-là, ça ne m'étonne pas qu'il ait des difficultés. Et alors, j'avais répondu, mais vous savez, il a un père. Mais j'avais quand même pris la gifle. Donc, je veux dire, cette culpabilisation permanente des femmes qu'on remet à leur rôle d'épouse et de mère, là aussi, il faut casser cela. Et moi, je le dis haut et fort. Une femme qui travaille, une femme qui fait des études, une femme qui s'ouvre, qui s'engage dans la vie associative, syndicale, politique, c'est une femme qui apporte beaucoup plus à ses enfants. Beaucoup plus à ses enfants. Ça, il faut le dire et le redire. Alors, le système patriarcal, le système capitaliste, je vous le dis comme je le pense, même si on arrivait à mettre en bas le système capitaliste, il faudrait continuer à agir contre la domination patriarcale. Voilà. Il y a la lutte contre un système d'oppression, d'exploitation, qui est le système capitaliste. Et je dirais que les femmes sont victimes d'une double domination et d'une double exploitation, parce qu'elles sont victimes du système capitaliste, tous les exemples que nous avons donnés dans ce débat le montrent, plus que les hommes, mais elles sont aussi victimes de la domination patriarcale. Et c'est pas parce qu'un régime change que ce problème de mentalité et de domination patriarcale change automatiquement. Donc, être féministe, être communiste, c'est les deux. Voilà. C'est les deux, il ne faut pas abandonner l'un pour l'autre. C'est extrêmement important. La dernière chose que je voudrais dire, ce gouvernement, il est responsable aussi de l'attitude du patronat ou de certaines directions administratives par rapport aux salariés. Parce que ce gouvernement et cette majorité en marche en arrière,
Ils sont arrivés au pouvoir avec le mépris profond du monde syndical, le mépris profond des travailleurs et des travailleuses qui entraient dans l'action. Ces gens-là n'avaient rien compris. C'était le vieux monde, c'était tout ça. Et donc ils ont encouragé quelque part la répression syndicale. Ils ont encouragé la non-prise en considération des luttes des hommes et des femmes de ce pays. Donc aujourd'hui, ils avaient le même mépris pour les maires, rappelez-vous. Alors là, ils ont changé un peu d'avis. Voilà, les Gilets jaunes, ça les a un peu... On a eu une loi qui est arrivée à l'Assemblée juste la semaine qui faudrait des maires. Une loi concernant... les maires pourront un peu augmenter leur indemnité. Il faudra prendre sur le budget communal, c'est pas l'État qui payera. Bon, essayez de calmer les maires dans leur colère. Bon, mais tout ça n'est rien. Mais j'ai envie de dire, le 5 décembre, au-delà du problème des retraites qui est un problème central, mais le 5 décembre, si on pouvait tous ensemble converger avec l'ensemble de nos revendications, de nos envies, de nos exigences, pour filer une belle claque à cette majorité, à ce gouvernement, je crois que ce serait vraiment une bonne chose pour la suite. Deux choses. D'une part, vous avez sur votre table des références d'un livre quand on parle justement qu'il faut agir dès l'enfance. C'est un conte japonais. Et donc c'est la grand-mère qui sauva tout un royaume. Et il y a aussi bien entendu le livre de Pascal Champvert, Prendre soin de nos aînés, c'est prendre un peu soin de nous. S'agissant du 5 décembre, pour être parce qu'il y a une personne qui a souhaité qu'on soit plus précis dans la réponse, en premier, c'est bien évidemment une action syndicale qui va évidemment se préparer, parce que là, la mobilisation, elle va se faire dans les entreprises. Les syndicalistes vont faire tout le terrain, ils vont aller voir chaque collègue salarié pour les convaincre d'agir. Et les rassemblements syndicaux, ça va se faire soit par ville, soit par département. Et je pense que dans les semaines qui vont venir, là, on va avoir des précisions. Enfin, la semaine prochaine, on va avoir des précisions. Ça doit être déjà annoncé. Chaque lieu doit être connu. Donc, je vous invite de prendre contact dans l'affect auprès des syndicalistes. Pardon ? Lorient, Saint-Christophe. Oui, sur Lorient, donc le rassemblement est au Pont Saint-Christophe à 10h. Et donc, je vous rappelle pour la signature de l'appel, si vous ne pouvez pas le faire là, on a un stand juste à côté avec les Grecs, là. Le stand grec. Voilà, merci. Oui, bien. On vous remercie.